18 millions, c'est considérable. Figurez-vous que c'est 5 fois la population de la région des Pays de la Loire. Eh bien, c'est le nombre de vacanciers, de touristes qui viennent chaque année dans cette région. Donc, cette région des Pays de la Loire attire les touristes, les vacanciers. Mais que leur offre-t-elle en matière d'hébergement, d'infrastructures et puis de loisirs? Et puis de l'autre côté, comment les professionnels, eux, travaillent-ils? Qu'ils soient restaurateurs ou directeurs d'établissement. Eh bien, c'est l'occasion, avec cette émission, de dresser le bilan touristique de cette saison estivale 2017. On en parlera avec nos invités, parmi lesquels le président du comité régional du tourisme, un directeur de station balnéaire ou encore un universitaire qui suit de près tout ce qui est lié au tourisme. Et puis, bien sûr, des reportages sur la façon dont vous passez vos vacances. Enquête de région commence. Bienvenue, bonsoir. Alors une émission sur le tourisme en plein mois d'octobre, ça peut paraître étonnant, mais en fait c'est judicieux à double titre. Un, on est suffisamment loin de l'été pour pouvoir dresser un bilan complet de la saison. Deuxièmement, on s'aperçoit, comme ici à Noirmoutier, qu'il y a encore ici ou là quelques touristes. Quand on parle de Noirmoutier, on pense forcément au passage du Gois, un peu plus de 4 km entre l'île de Noirmoutier avec Barbâtre, de l'autre côté le continent Beauvoir-sur-Mer, chaussée submersible recouverte 2 fois par jour par la marée haute. Très fréquenté évidemment par les nombreux touristes qui viennent l'été. Quand on pense tourisme, on pense logement. Qu'allons-nous faire? Où allons-nous pendant nos vacances? Est-ce qu'on va à l'hôtel? Est-ce qu'on va au camping? Ou est-ce qu'on fait appel maintenant, grâce à Internet, à Airbnb? Et bien sur la côte de Jade, à Pornic, de l'autre côté de la baie de Bourgneuf, David Jouillat et Damien Ravelot ont voulu savoir comment les vacanciers prévoyaient et passaient leurs vacances. Qui a soif? Qui a soif? Parce que là, avec la chaleur, il faut boire. C'est ce que l'on appelle une maison de famille, qui est restée dans la famille depuis sa construction en 1907. Les Clairouins, des Angevins, voulaient au départ que leurs enfants respirent le bon air pendant les vacances. Été après été, génération après génération, la résidence secondaire est devenue un repère, les racines d'une histoire collective. Il y avait des maisons derrière le petit chemin, là, et puis il y en a de la famille qui ont passé le mur de ce petit chemin et qui ont épousé les voisines. Voilà. Donc la famille s'est étendue et on est plus ou moins cousins d'une bonne vingtaine de maisons familiales sur le quartier. Là. L'histoire des Clairouins et de leur chalet, comme on disait à l'époque, symbolise ce Pornic, terre d'investissement des fortunés de la révolution industrielle. Famille d'Angers, Nantes ou Paris, premiers touristes porniquais qui empruntaient le chemin de fer. La ville compte aujourd'hui 45% de résidences secondaires. Maintenant, les successions arrivant, les familles de plus nombreuses, donc malheureusement les maisons se vendent. Et il n'y a pas beaucoup d'immeubles construits ici. Ça reste le principe de maisons individuelles et familiales. Les étés de ce début du XXIe siècle, les 15 000 porniquais partagent leurs plages et leur littoral avec 35 000 touristes qui dorment sur place, sans parler des visiteurs à la journée. La demande d'hébergement croissante rencontre une offre en mutation. Les professionnels composent désormais avec les particuliers. À Pornic, 300 offres d'hébergement figurent sur le seul site d'Airbnb. Christiana Moreau s'y propose ses chambres, son gîte. Votre chambre, en fait, ça va être celle qui va arriver directement de l'extérieur. Vous fermez cette porte-là, du coup, vous avez les 2 petites pièces pour vous. D'accord? Bah, allez, bonne journée à la plage. Merci, j'aime aussi. Moi, j'ai 3 grands-enfants qui sont partis à la fac, à droite, à gauche, et donc la vie fait que, du coup, il y a eu une chambre qui s'est libérée, et puis ça aide à payer le bateau pour tous ces objectifs qu'on a pour nos enfants. Bon, ben, je vous montre la cuisine. Voilà, oui. On a vu les photos sur Internet de cette petite maison avec le jardinet. Dans les autres immeubles, il y a une masse de personnes. Il y a piscine, tout ça, avec une masse de personnes. Là, il y a beaucoup moins de monde. C'est ce que vous cherchiez. Voilà, ouais. voilà. Je vais accueillir une famille, elle a dit, mais oui, mais moi je ne peux pas partir en vacances. Est-ce qu'on peut être 4 dans une même chambre? Bon, ben, super. Bon, ben, je vous accueille parce que c'est possible. Et si ça vous arrange, ben, moi, ça me fait mon affaire.
Je travaille donc dans le social et je vais plutôt dans les familles quand ça va mal. Et ici, je trouve que ça fait une belle contrepartie. Ici, c'est toujours quand ça va bien. Bilan et perspective. Nous avons sollicité l'expertise du directeur de l'Office de tourisme sur ces questions d'hébergement. Les clients sont exigeants, ils consomment, je vous disais, ou ils achètent par Internet, donc ils consultent des avis en ligne, ils se renseignent, donc ils font vraiment leur marché. Il faut que l'offre, elle aussi, augmente et elle soit très pointue et pertinente. Est-ce que vous imaginez que le tourisme peut changer d'ici 4, 5, 10 ans ? Pour nous, en fait, aujourd'hui, on ne parle plus de saison estivale, 2 mois, on parle déjà des ailes de saison. Et puis une station, aujourd'hui balnéaire, elle vit toute l'année, de façon différente. Après, c'est le tourisme d'affaires qui prend le pas, aussi avec des besoins en hébergement. Donc on sait que voilà, on est au début d'un changement profond. Airbnb a enclenché une partie de ce changement, mais il n'y a pas que, parce que de gros opérateurs comme Google et autres sont en train de lancer des plateformes pour faire des réservations. Voilà, on sait que ce qui existe aujourd'hui ne sera plus forcément le modèle de demain. Il faut qu'on s'adapte pour répondre toujours présent. « 20 ans que Philippe Morantin s'adapte à la demande. Sur les 300 emplacements de son camping, il a imaginé une offre large, de la tente à l'espace privilégié sans voiture, avec mobil-home haut de gamme. Son constat, plus le standing et les prix sont élevés, plus le taux de remplissage est élevé. Peut-être qu'il y a moins de gens qui vont dans des hôtels-clubs, je pense au Maghreb ou ailleurs, et ils retrouvent un petit peu le confort qu'ils pouvaient avoir dans ces établissements chez nous. Toujours plus de services, comme la navette de bus gratuite pour permettre aux campeurs de rallier la plage sans leur voiture. Philippe Morantin écoute et investit. 700 000 € sont prévus pour l'année prochaine. Il faut tout le temps innover et puis faut être attractif, de toute façon. C'est important. Quand les gens l'hiver sont devant leur tablette au coin du feu et qu'ils choisissent leur lieu de vacances, eh bien, il faut être attractif sur la toile, sur Internet, sur notre site. Moi, j'ai pas cherché dans les gîtes, quoi. Je cherchais dans les gîtes quand on n'était que 2, maintenant on est 4. Vu le contexte de notre famille, les âges des enfants, voilà, on préfère l'option camping avec... on essaie toujours d'avoir un mobil-home au calme, mais il y a les animations, les piscines, voilà, tout ce qui est fun pour les enfants. À Pornic, les 7 campings accueillent 2 tiers des touristes qui dorment sur place. Et l'hôtellerie classique, comment s'en sort-elle ? Eh bien pas trop mal. La tendance du très court séjour de dernière minute étalé dans l'année convient parfaitement à un hôtel de 17 chambres comme celui d'Audrey Vételé, à condition de suivre le rythme du turnover. Beaucoup plus de travail, forcément. Même si une chambre en départ en recouche, il y a autant de ménage, mais il y a quand même un lit à faire en plus. Ça implique qu'on est obligé d'être une de plus. Pas à temps plein, mais une de plus à mi-temps. Tout s'est bien passé pendant votre séjour ? Très bon. Oui. Donc la chambre, la taxe de séjour et le garage par 2 nuits. Voilà, bon. Quand les gens ils vont à l'hôtel, ils veulent du service et de plus en plus. Donc la carte à jouer, c'est pourquoi pas un site internet qui nous permet aussi de faire des réservations à l'avance sur des restaurants, sur des locations de vélos, sur des sorties en bateau ou des activités quelles qu'elles soient. La course au conseil, au service, voilà l'avenir. Et le futur à Pornic, c'est un projet de nouvel hôtel 4 étoiles, preuve que le tourisme est porteur. Mais entre le renouvellement de l'offre et le touriste qu'on dit volage, tenir un hébergement n'est pas près de devenir une science exacte. Et voilà, la Pointe Saint-Pierre. Merci beaucoup, bon séjour à Noirmoutier. Vous voyez, il y a toujours du monde à Noirmoutier. Alors justement, on quitte Pornic avec David Julia et Damien Ravelot. Il y a juste à traverser la baie de Bourgneuf, c'est assez simple. Et on se retrouve ici sur l'estacade de Noirmoutier qui date de 1885. Alors elle a été refaite, là, les travaux datent de 2014. Et je voulais vous montrer cette pointe-là, les arbres qui sont au bout de la plage, qu'on appelle la Pointe Saint-Pierre. Ce sont plus que de simples arbres, ce sont de véritables modèles, puisque Auguste Renoir les a peints en 1892. Il était en vacances à Pornic, il a pris un bateau comme des milliers de touristes et il est venu sur Noirmoutier, il s'est inspiré de l'air marin, il a peint plusieurs toiles, dont cette Pointe Saint-Pierre et ces fameux arbres.
Voilà pour la petite anecdote. À présent, il est temps pour moi de retrouver mon premier invité. Franck Levrier, bonjour. Bonjour. Président du comité régional du tourisme. Oui, tout à fait. Alors j'aimerais qu'on éclaircisse un point avec vous, parce que selon les classements touristiques, on est la 4e région en ce qui concerne les voyages des Français, 3e région pour les courts séjours, 6e pour les nuitées. En clair, on est dans le peloton combien de tête. On est dans le peloton de tête. Et c'est deuxième, vrai que suivant les troisième classements, le nombre de nuitées, en général les courts séjours, c'est la 3e région, mais c'est sans doute l'une des plus attractives en tout cas. C'est difficile de vouloir satisfaire tous les types de vacanciers tellement ils sont variés. Oui, parce que notre force, c'est la diversité de l'offre. On a une offre, je dirais, bleue, verte, urbaine. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi bien notre littoral, on est ici en Vendée, mais on peut aller aussi en Loire-Atlantique. Et puis on a aussi tout notre rétro-littoral. Le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe sont des départements qui sont aussi attractifs en matière touristique. Et donc, Chacun voilà. a ses atouts, quoi. Exactement. Bon. 2017. Alors l'été est fini, là on est au début de l'automne, on voit qu'il y a encore du monde autour de nous, donc on est tenté de se dire en fait la saison ne s'arrête jamais. Est-ce que 2017 c'est un bon cru? On a eu une très belle saison parce qu'elle a commencé très tôt. C'est tout l'intérêt, c'est quand il y a un étalement des vacances. Et comme vous savez, les professionnels disent merci au printemps parce qu'on a commencé dès les week-ends de Pâques et puis ensuite bien sûr les longs week-ends du mois de mai. On a eu une belle saison jusqu'au 22 juillet et puis ensuite ça a été un petit peu plus difficile en termes météorologiques, mais c'est reparti. Vous parlez de météo essentiellement, mais à quoi on voit que c'est bon? À l'argent dépensé, au nombre de touristes qu'on voit sur les sites payants? Tous les éléments sont importants, mais bien sûr que la météo c'est le seul élément qu'on ne maîtrise pas et qui est très influent sur la réservation, et notamment la réservation de dernière minute, parce que ce qui se passe aujourd'hui, contrairement à il y a une dizaine d'années, c'est que maintenant les touristes peuvent changer d'avis au dernier moment, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, ils sont au courant et donc du même coup ils peuvent changer leur destination. Et c'est là toute la difficulté pour les professionnels de pouvoir voir plus loin que quelques semaines ou parfois quelques jours. Professionnels globalement contents de leur saison à 67%. Elle sera meilleure que celle de l'année dernière. 7,6 milliards de chiffre d'affaires, 18 millions de visiteurs chaque année. C'est une manne considérable. Tout à fait. Comment ça s'organise? Comment on gère ça? Et près de 50 000 emplois en Pays de la Loire, donc c'est énorme. Alors comment on gère ça? Comment on réglemente ça? C'est sans doute l'industrie la plus importante régionale avec l'agroalimentaire. Alors on essaye de l'organiser au mieux pour qu'en fin de compte, le touriste, on le garde. Parce qu'il faut le garder le plus longtemps possible. Et donc il faut lui offrir des offres complètement diverses. C'est pour ça qu'on a beaucoup développé à la fois le cyclotourisme. Nous sommes la première région de France en matière cyclotouristique. Alors il y a la Loire à vélo, il y a la vélo française, il y a la vélo Odyssée, il y a plein de circuits. Bien sûr, il y a plein de circuits parce qu'en fin de compte, il faut essayer de pouvoir se promener dans tous les départements de notre région. Et puis aussi, on a des offres diverses. On développe beaucoup l'agritourisme, le no-tourisme. Ce sont des éléments très importants en matière touristique. Et puis on a notre locomotive, qui est notre littoral, avec la Vendée, la Loire-Atlantique, qui est très attractive aussi, puis tout le long de la Loire. Le tourisme fluvial, par exemple, en Mayenne, se développe énormément. Et puis, on aime voir nos châteaux qui sont parfois pas connus. Et notamment en Mayenne, vous savez, c'est un des départements où il y a le plus grand nombre de châteaux privés, mais qu'on découvre plus facilement par les fleuves. Vous parliez de nos touristes, et je rebondis justement. Les touristes, il faut savoir les faire venir et ensuite les conserver. Donc il y a l'océan, certes, mais également le vin. De nombreux vignobles du Val-de-Loire attirent chaque année 6 millions de visiteurs. C'est considérable. De l'œnotourisme, c'est comme ça qu'on le nomme, qui se pratique notamment dans le Saumurois, avec, vous allez le voir dans ce reportage, des moyens de transport adaptés pour respecter le travail du vigneron et bien évidemment rendre la balade plus bucolique. Reportage Éric Aubron et Gwenaëlle Riet. Et donc aujourd'hui, il y a quasiment un tiers de l'appellation des vignerons qui sont passés en culture biologique. Une balade en calèche pour partir à la découverte du vignoble. Tout en observant le paysage, cette famille de touristes se fait expliquer les particularités de l'appellation Saumur-Champigny. Une pause pour une petite dégustation sur l'une des parcelles visitées est également au programme. Ça fait partie des choses, les produits régionaux, ça peut être le vin, ça peut être la cuisine, ça peut être beaucoup de choses. Et puis ça permet aussi d'éduquer les enfants à apprécier les choses de qualité. La qualité de l'accueil, ce domaine de 17 hectares installé à Parnay en a fait son credo. Un chai d'architecture contemporaine, un salon de dégustation sur une terrasse panoramique. Cette cave a même obtenu un label d'excellence décerné par l'interprofession. Les gens s'intéressent aussi au tourisme industriel. Parfois, on va visiter des sites, des usines. Et à chaque fois, il faut être non seulement capable, bien sûr, de répondre à leurs questions, mais être aussi disponible, être accueillant, savoir faire partager son métier, quoi. Véritable locomotive, les maisons de fine bulle. 7 grandes enseignes qui attirent à elles seules plus de 140 000 personnes à l'année. Chez Ackermann, les caves troglodytiques, déjà prisées par les touristes, se sont même ouverts à l'art. Des résidences qui font partie intégrante du parcours de visite.
On a dû commencer avec peut-être 10-15 000 visiteurs il y a une dizaine d'années. On est à 50 000 visiteurs aujourd'hui, donc grâce à tout ce qu'on a fait, donc c'est très concret. C'est des visiteurs en plus qu'on n'avait pas avant et qu'on a donc parce qu'on a investi dans le no-tourisme, dans nos caves. Dégustation, randonnée, événements festifs, cette offre désormais diversifiée passe par de nombreux supports de communication relayés par les offices de tourisme. Une vitrine d'autant plus attractive que la route des vins à Saumur est jalonnée par un patrimoine foisonnant. La Loire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, les troglodytes, le cadre noir et bien sûr le vin qui est un vecteur pour nous de notoriété extraordinaire à travers le monde. Enfin, quand on imagine toutes les bouteilles qui portent l'estampille Saumur qui sont distribuées partout dans le monde, c'est évidemment extrêmement puissant. Le vignoble du Val-de-Loire se classe premier avec l'Alsace pour ses actions en faveur de l'onotourisme, une pratique que les professionnels de la vigne ne prennent plus à la légère. Voilà, le vin qui attire non seulement les touristes, mais pas uniquement les touristes. Il y a beaucoup de Ligériens qui aiment les vins de Loire. Sur 100 touristes, Franck Louvrier, il y a 15 étrangers, 38% de Britanniques, 21% d'Hollandais, 11% de Belges et seulement 8% d'Allemands. Et vous voulez faire une priorité, vous voulez faire venir les Allemands en vacances chez nous? Bon, on veut faire venir tout le monde. La réalité, c'est que quand on regarde les chiffres, on est moins bon que la Bretagne. Donc il faut qu'on soit meilleur. On est autour de 15%, la Bretagne étant autour de 20%. Donc il y a plusieurs cibles. Notamment, il y a une cible qu'il faut privilégier, qui sont les Britanniques, qui sont notre première population étrangère. Ah, il y a beaucoup de Britanniques installés déjà dans Bien la sûr, région. mais il y en a beaucoup aussi qui viennent en vacances. Et notamment après le Brexit, il a fallu faire une opération de charme en leur disant, nous aussi on les aime, il faut qu'ils restent et qu'ils viennent continuer à venir chez nous. Ça, c'était le premier élément. Et puis cette année, on a mis le paquet sur les Allemands, parce que les Allemands, c'est une clientèle familiale qui a un pouvoir d'achat assez intéressant. Et donc, on a essayé de professionnaliser encore notre accueil en la matière. Par exemple, il y a un petit détail, mais les bons petits déjeuners complets, les Allemands apprécient, il faut le savoir. Et donc, pour attirer une clientèle allemande, Il faut rajouter du salé au petit déjeuner. il faut que ce soit bien complet, Bon. bien riche. Pourquoi Donc, par voilà. rapport à la Bretagne? La Bretagne, c'est connu, le nom est connu. Pays de la Loire, on a toujours du mal à se faire connaître, c'est pas très lisible. C'est un problème chez nous, c'est qu'on a des marques, on n'a pas une seule marque. On a des marques, on a La Baule, on a Puy du Fou, on a Nantes, mais on n'a pas une marque. Et donc à partir de là, il faut partir de ce contexte-là pour essayer de développer notre particularité, c'est-à-dire notre diversité. Alors vous avez monté le CSRDTL, ça veut dire Schéma Régional Développement Tourisme Loisirs. Ça sert à quoi? C'est un outil qui sert à qui, à quoi? C'est simple, ça sert à une seule chose, c'est avoir des priorités. Et nos priorités, c'est la clientèle étrangère, bien évidemment, et puis aussi continuer à être attractif sur notre territoire en diversifiant notre offre. Vous parliez tout à l'heure de l'onotourisme, mais l'agritourisme est important. On a aussi le développement de tous les parcs qui sont essentiels, qui sont un complément aussi d'offres touristiques. Parc d'attractions. Parc d'attractions, Parc zoologique aussi, à l'image du Puy du Fou, mais aussi parc zoologique. Comme vous le savez, il y en a beaucoup sur notre territoire. Leur taux de croissance en termes de fréquentation est formidable, donc il faut continuer à les aider. Un petit mot du tourisme urbain, plus 27% de fréquentation cette année pour Nantes et pour le voyage à Nantes. Ça veut dire qu'il faut absolument mêler la culture au tourisme? Bien sûr, parce que c'est une bonne transition avec la clientèle étrangère. La clientèle étrangère urbaine n'est pas la même que la clientèle étrangère littorale. La clientèle étrangère urbaine, par exemple, qui est attirée par Nantes ou Angers, c'est une clientèle, par exemple, espagnole. Les Espagnols, ils viennent pas pour nos plages, ils en ont, mais ils viennent par contre pour notre richesse rétro-littorale. Et en la matière, c'est très important de développer aussi une offre urbaine. Comment faire mieux en 2018 qu'en 2017? C'est très simple, il faut mettre le paquet sur l'accueil, il faut mettre le paquet sur la clientèle étrangère, et puis il faut continuer à se faire aimer. Parce que ça, c'est important, il faut continuer à développer l'ensemble de nos offres pour que quand il ne fait pas très beau, on ait toujours une offre complémentaire de notre littoral. Merci beaucoup. Merci. Franck Louvrier, président du comité régional du tourisme. Allez, je vous raccompagne, on va marcher quelques instants ensemble. Voilà, vous êtes toujours sur Enquête de région consacrée au tourisme et au bilan touristique de cette saison 2017. Nous sommes toujours depuis l'île de Noirmoutier en Vendée avec un très beau soleil. À propos de Noirmoutier, regardez l'ambassadeur de l'île, le voici, le Martre-Roger, le dernier baliseur à voile de l'Atlantique. Il est en retraite depuis 26 ans maintenant. C'est un très beau bateau de 22 mètres. Nos prochains invités sont là, ils nous attendent. Pascal May, le directeur de l'Office de tourisme de Noirmoutier, et face à lui, Philippe Duhamel, qui est prof à la fac de tourisme d'Angers. C'est la plus grande fac d'Europe en la matière. L'équipage du Martre-Roger, tout du moins une partie, est là également avec le petit gilet bleu. Quelle est l'histoire de ce bateau à bord duquel je vais monter dans quelques instants? Eh bien, la voici racontée par Élodie Soulard et Damien Ravelot. Le Martre-Roger, le navire emblématique de l'île de Noirmoutier.
Avec ses 22 mètres de long, la manœuvre pour larguer les amarres du dernier baliseur à voile de la marine française se joue au millimètre dans son port d'attache. Construit en 1933 au Sables-d'Olonne, ce bateau de travail a servi les phares et balises pendant 58 ans. Si j'avais pas été là, mais avec d'autres collègues, d'autres copains, il serait effectivement au cimetière à bateau. Ça, c'est clair. C'est un baliseur. Un baliseur, c'est un bateau qui est chargé de l'entretien de tout ce qui est signalisation maritime, c'est-à-dire tout ce qui sert à la sécurité des marins en mer. Son territoire, c'était la baie de Bourgneuf, l'île-Dieu, les Sables-d'Olonne. Réformé en 1991, le Martrogé est racheté par la communauté de communes de Noirmoutier. Après une première restauration, il est victime d'un champignon et doit subir une deuxième restauration de grande envergure. Créée en 2002, l'association Les Amis du Martrogé se démène pour trouver des financements et le sauver. Après 2 ans de travaux, toute la coque du bateau est refaite. Juillet 2011, le Martrogé retrouve son élément, un soulagement pour les bénévoles de revoir naviguer ce bateau classé monument historique. J'ai pris en plein chantier en 2010. J'ai participé au ponçage des mâts, huile, à coups de pinceau, peinture. Et depuis, je fais partie de cette association et j'essaie de participer le plus possible. Le Martrogé est devenu l'ambassadeur de l'île de Noirmoutier avec sa grande famille. 200 bénévoles assurent sa maintenance et sa navigation. Aujourd'hui, Fred, amoureux des vieux gréements, tire ses premiers bords sur ce bateau mythique. C'est pas très réactif comme bateau, mais c'est impressionnant même. Ouais. C'est physique un peu même. Au-delà de porter les couleurs de l'île, l'équipage du Martrogé a aussi pour mission d'initier aux techniques de la voile traditionnelle, avec des actions pédagogiques et sociales auprès des jeunes. Quand on embarque, on a une équipe, et puis petit à petit, il y a un équipage qui se forme dans le sens où chacun va trouver sa place, va avoir un rôle. Et donc, je crois que c'est ce partage qui est vraiment important pour moi. Voilà la belle histoire du Martrogé. Nous sommes à bord à notre tour, alors au large de Noirmoutier. Alors là, Pascal May, directeur de l'Office de tourisme de Noirmoutier, je fais appel à vos connaissances en la matière parce qu'il y a tellement de plages, on distingue mal en face de laquelle on se trouve exactement. Quels sont leurs noms là? Alors là, on vient de passer devant la plage de la Linière et là en face de nous, nous avons le bois de la Blanche avec la plage de la Blanche devant. Et voilà. Bientôt, nous arrivons vers le village du Vieil. Et ensuite, il y a le bois de la Chaise. Bois de la Chaise. Bon. Vous êtes directeur de l'Office de Noirmoutier, l'Office de tourisme. Vous vous lassez de ce paysage? Vous vous lassez un petit peu de votre environnement ou pas? Écoutez, je pense que là aujourd'hui, on peut constater que c'est un très bel environnement de travail et de vie. Philippe Duhamel, bonsoir. Bonjour. Professeur à l'Estoie à Angers, directeur du département tourisme et loisirs. L'Estoie, en fait, c'est la fac de tourisme au sein de l'université d'Angers. Elle a 35 ans, vous avez 3000 étudiants, vous êtes la première fac d'Europe. Pourquoi elle est si peu connue? Elle n'est pas si peu connue. Chaque année, nous recevons beaucoup de candidatures pour intégrer ces formations, donc elle est très bien connue par les étudiants en France et par les professionnels du tourisme, puisque monsieur me disait tout à l'heure que de nombreux partenaires aujourd'hui et de professionnels de l'Office du tourisme sont des anciens de l'Estua. Donc non, nous sommes connus, mais nous ne sommes pas forcément connus du grand public, en dépit du fait que nous existons depuis 35 ans. Ouais, alors Pascal May est directeur de l'Office de tourisme. Vos étudiants, ils seront un jour ses successeurs? Oui, tout à fait. Et nous avons même des étudiants qui sont déjà devenus des directeurs d'office du tourisme, puisque nous avons 3 départements, donc celui que je pilote, tourisme et loisirs, qui permet aux étudiants d'intégrer les entreprises du tourisme pour les produits touristiques, ou d'intégrer les collectivités territoriales et les territoires pour assurer la promotion, le développement touristique. On a aussi tout un champ d'activités et de formation sur la culture, le patrimoine et l'art, et un champ d'activités aussi sur l'hôtellerie, l'événementiel et la restauration. Donc tous les métiers sont couverts par nos formations. Alors vous connaissez bien, on imagine, le tourisme et les touristes. C'est quoi un touriste? C'est vous et moi. C'est nous tous ici. C'est quelqu'un qui cherche quoi? À se faire du bien, à vivre un bon moment, à se retrouver en famille, se retrouver avec les gens qu'il aime, aller voir des lieux qui l'intéressent, se reposer, s'amuser, se détendre, se divertir. Nous sommes de plus en plus nombreux dans ce monde. Vous le savez, l'OMT parle de plus de 1 milliard de déplacements touristiques. L'OMT, on explique ce que c'est. Organisation mondiale du tourisme, avec des franchissements de frontières. Et puis quand on regarde aujourd'hui dans le monde, de plus en plus de pays voient du tourisme national se développer, des pays qui avaient peu ou pas de tourisme
nationales il y a encore 10 ou 15 ans, Lesquelles? comme la Chine, le Brésil, des pays comme l'Afrique du Sud avant 89, le Maroc. On voit maintenant beaucoup de touristes marocains au Maroc. Donc ça, c'est des choses tout à fait nouvelles qui changent complètement. En fait, on découvre le tourisme chez soi. On découvre le tourisme chez soi, comme C'est nous pour ça l'avons qu'on a des découvert au séjours de plus en 19e plus siècle. courts. Alors, les séjours plus en plus courts, c'est plutôt d'autres arbitrages et d'autres modes de vie. Dans un système industriel au 19e siècle, jusque dans les années 50, l'usine fermait pendant un mois, on partait pendant un mois. Dans une société comme la nôtre fondée sur le service, où on peut arbitrer autrement son temps de vacances, on part autrement, et puis on part avec, quand on n'a pas d'enfants, on peut arbitrer sur des courts séjours, quand on a des enfants, on va se caler sur les vacances scolaires. C'est pour ça que les modes de vacances changent régulièrement. On ne prend pas ses vacances aujourd'hui comme on les prenait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Je crois qu'il n'y a pas tant de différence que ça, il y a des ajustements. La lame de fond est à peu près la même. On part en famille avec sa voiture, pas trop loin de chez soi, chez des parents, des amis, de la location, découvrir des territoires que l'on a connus enfant, que l'on a connus via des amis. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent, parce qu'il y a des clientèles nouvelles comme les retraités, qui sont vraiment une nouvelle composante du monde touristique. Mais je crois que ces évolutions sont plutôt des choses qui viennent complexifier le système que remettre en cause le système. Alors Pascal, comment vous faites avec ce système complexifié, avec des gens qui partent plus souvent pour des séjours courts, qui sont exigeants? Comment vous faiaites? Il y a toujours les périodes sanctuarisées des 10 congés payés du mois d'août, mais on constate un mois de juillet qui diminue en nombre en intention de départ au profit du mois de septembre et de l'avant-saison. Et avec des phénomènes de court séjour, avec la multiplication des RTT, l'optimisation du temps de travail. On constate des touristes qui sont de plus en plus opportunistes, avec une capacité à prendre une décision en dernière minute, la veille pour le lendemain quelquefois, en lien avec la météo notamment, les conditions météo, pour être sûr de ne pas rater son séjour. Et donc on peut constater un développement de la clientèle des Pays de la Loire, la clientèle ligérienne, donc de proximité, puisqu'il est plus simple de programmer en dernière minute. Il y a moins de route. Voilà, il y a moins de route. Et donc avec des pics extrêmes de fréquentation en lien avec les bonnes conditions météo sur les ponts, notamment d'avant-saison par exemple. Ouais. Ceux qui ont une résidence secondaire sont aussi considérés comme des touristes, et vous devez aussi vous occuper d'eux? Absolument, absolument, puisque sur l'île de Noirmoutier, une des spécificités, les résidences secondaires sont surreprésentées par rapport à de nombreuses destinations. Alors, il y a 9800 habitants à Noirmoutier sur les 4 communes de Noirmoutier l'hiver, et vous passez à des pics à 100 000 l'été. 100 000. 100 000, ça se répartit de la façon suivante, environ 20 000 lits marchands. Ce qu'on appelle lits marchands sont les lits en hôtellerie de plein air, en hôtel, etc., en meublé touristique. Et on a 10 000 résidences secondaires, donc ça représente entre 40 et 50 000 lits non marchands. Donc ça vous donne la répartition suivante, on est à environ 30% d'hébergements marchands et 70% non marchands. Donc vous imaginez que ces 40 à 50 000 personnes, eh bien, elles vont au restaurant, elles consomment de l'activité touristique et donc ils sont stratégiques. Il est un tourisme qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est le tourisme urbain. Nantes est bien placée pour le vérifier avec son voyage à Nantes, une ligne verte qu'on suit dans la ville qui nous mène d'une œuvre d'art contemporain jusqu'au Château des Ducs par exemple, plus 27% d'augmentation du nombre de visiteurs par rapport à l'année 2016, donc très bon cru 2017. Ils en profitent pour traverser la Loire et aller visiter le petit village de Trentemoux qui dépend de la commune de Rozay, un ancien village de pêcheurs. Et vous allez voir, dans les petites rues, il y a beaucoup de monde. Thierry Poirier et Frédéric Grinchec. C'est souvent par bateau qu'on y vient. 10 petites minutes pour traverser la Loire depuis Nantes et c'est déjà le terminus. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux les touristes à débarquer pour découvrir Trentemoux. Dans cet ancien village de pêcheurs, les maisons traditionnelles étaient généralement construites sur 3 niveaux pour faire face aux crues de la Loire. Après les pêcheurs, ce sont les ouvriers qui habiteront le village au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, les artistes côtoient des familles plus aisées. Avec ses venelles et ses murs colorés, le village a tout pour plaire aux visiteurs. Ici, on sent une autre atmosphère, c'est tranquille, c'est calme. Avec les maisons de différentes couleurs, c'est vu sur un autre monde. On est à Nantes et on est dans un endroit très agréable. En 1990, Trentemoux a servi de décor au tournage de La Reine Blanche avec Catherine Deneuve et Bernard Giraudot. Plus récemment, il a concouru dans l'émission Le village préféré des Français. Et cette année, il est inclus dans le parcours du voyage à Nantes. Les Trentemouxins sont fiers de cette notoriété, même si elle cause quelques désagréments. Ça peut être un peu lourd à certains moments. Après, le moment où on peut sentir un peu lourd, c'est sur certains comportements, mais qui sont finalement minoritaires. Effectivement, il y a quand même beaucoup de monde. Là maintenant, c'est des centaines de gens qui passent par semaine dans les ruelles.
ça a énormément changé, voilà. Le centre de Trentemoux, c'est comme une petite ruche. C'est compliqué d'habiter, d'avoir sa fenêtre ouverte, sa porte ouverte et de voir toujours passer des touristes. Aujourd'hui aussi, on a un choix. Si on ne veut pas habiter à Trentemoux, on peut laisser sa place. Autrefois, les touristes n'étaient de passage qu'au beau jour, mais aujourd'hui, c'est toute l'année que le village reçoit des visiteurs. Voilà, retour à bord du Marthe Roger, le dernier baliseur à voile de France. Philippe Duhamel, directeur du département tourisme et loisirs à la faculté de tourisme d'Angers. Le tourisme urbain, on a l'impression que c'est quelque chose de tout beau, tout nouveau. Alors c'est pas tout nouveau. Il y a des touristes dans les villes depuis la deuxième moitié du 19e siècle, les Anglais qui venaient à Paris et puis ceux qui allaient dans d'autres très grandes villes. Par contre, ce qu'on a observé ces 30 ou 40 dernières années, c'est la diffusion vers d'autres villes qui n'avaient pas de tourisme. Et Nantes est sans doute un très bel exemple d'une ville qui, à la fin du 20e siècle et au début du 21e siècle, prend le train du tourisme, se développe considérablement et devient une nouvelle destination urbaine. Donc il y a de nouvelles villes touristiques, mais la ville est touristique depuis très longtemps. Est-ce que c'est lié aussi à la météo capricieuse? Quand on ne peut pas aller faire une randonnée parce qu'il ne fait pas beau, quand on ne peut pas aller sur la plage, hop, on va dans la grande ville la plus proche? Alors quand on a une base urbaine, comme ici on est sur une île ou sur une côte et qu'il y a Nantes à côté, bien évidemment on va voir la ville. Mais sinon, non, le temps par rapport à ça, c'est surtout les courts séjours qui permettent de redorer le blason de la destination urbaine. Passer 2-3 jours dans une ville, c'est un séjour qui est intéressant et qui plaît beaucoup aux individus. Par contre, aller dans d'autres destinations quelques jours, c'est plus compliqué. Ouais, un court séjour, est-ce que c'est l'ennemi du professionnel du tourisme ou pas? Parce que ça vous oblige à vous adapter en permanence, Pascal May. Alors, c'est pas l'ennemi du professionnel du tourisme, mais c'est vrai qu'il faut effectivement que nous adaptions. Faut répondre dans la seconde. Pas dans la seconde, mais en tout cas 24 heures avant. En tout cas, il faut anticiper, ce qui est de plus en plus difficile au vu des éléments de réservation de dernière minute. Mais non, ça fait partie de notre travail aujourd'hui et il faut le faire avec professionnalisme. Les campings s'adaptent bien parce qu'en Vendée, vous et vos collègues, vous êtes le premier département en matière d'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire en matière de camping. Il y a 339 campings en Vendée sur les 626 des Pays de la Loire. Donc ça oblige à une réactivité de chaque instant. Est-ce qu'ils l'ont? Oui, je pense qu'ils l'ont. Ils ont des capacités relativement importantes et sur le hors-saison, on n'est pas toujours à 100% de taux d'occupation. Donc ils sont capables aujourd'hui de recevoir correctement les touristes qui viennent sur des très courts séjours. Absolument. Et un touriste à qui on dit non, il rappelle quelques jours après ou alors il va ailleurs? Je pense qu'un touriste à qui on dit non, il va ailleurs. Est-ce qu'il revient après? Oui, tout à fait. Bien sûr, il revient après, mais le touriste, quand il a décidé de partir, il faut qu'il puisse trouver une offre qui lui correspond. Ouais, donc c'est vraiment géométrie variable d'un jour à l'autre. Absolument. Ouais. La crise, est-ce qu'elle touche le tourisme, Philippe Duhamel? Bien sûr, la crise touche le tourisme, enfin touche les touristes surtout, puisqu'il y a une corrélation quand même très forte entre les revenus et le départ en vacances. Toutefois, on observe que des gens qui ont des revenus très confortables, des fois ne partent pas parce que ce sont des entrepreneurs et qu'ils ont énormément d'activités, donc le temps de vacances est très réduit. D'autres fois aussi, on voit des personnes qui ont des revenus plus modestes continuer à partir en vacances en ajustant la durée, le type d'hébergement, la destination. On va moins au restaurant, on va moins... Voilà, on va faire moins de sorties, mais on ne va pas renoncer. On mange moins de glace, on fait moins de choses comme ça. C'est peut-être pas sur la glace que ça joue, c'est peut-être plus sur la restauration en France qui est extrêmement coûteuse, comparée à d'autres pays. Mais non, là je pense que c'est vraiment là-dessus, on arbitre, mais on ne renonce pas. Parce que le tourisme, c'est vraiment un moment important, c'est un moment de vacances, mais c'est un moment rempli de plein de choses. Ce que je disais tout à l'heure, de bons moments, donc on a envie de les vivre et de pas s'en priver. C'est important pour tout le monde. Vous la sentez cette crise sur Noirmoutier? On va dire qu'on la sent un peu moins qu'ailleurs. Elle met plus de temps à arriver parce que peut-être, oui. On a une clientèle de catégorie socio-professionnelle supérieure un peu plus nombreuse que sur d'autres destinations ligériennes. Mais c'est vrai que c'est quand même une tendance lourde. En tout cas, les touristes font attention aujourd'hui à leur argent. Chaque dépense est justifiée. Oui, voilà. Et ce qui est surtout très important, c'est la qualité. C'est-à-dire que les touristes sont prêts à payer à condition d'avoir la qualité. Airbnb sur Noirmoutier, c'est un phénomène que vous remarquez également? Oui, absolument. Comme sur toutes les destinations touristiques, nous sommes passés de 8 offres Airbnb à 180 en 3 ans, donc c'est un vrai phénomène. Voilà, c'est partie du paysage et de l'évolution du tourisme. La seule chose que les professionnels regrettent, c'est que les règles du jeu ne sont pas les mêmes que les contraintes qu'ils peuvent avoir. Là, on est en mer, océan Atlantique, c'est beau, c'est pas pollué. Est-ce que l'écologie et le tourisme font bon ménage, Philippe Duhamel? Oui, ils font bon ménage. Les touristes sont toujours intéressés par l'environnement depuis toujours. C'est d'ailleurs une des raisons et un des ressorts du phénomène touristique. Et puis je crois que depuis 1987 et le rapport Brundtland avec ce qui a instauré un peu le développement durable, c'est devenu au cœur des préoccupations des territoires, des produits et des entreprises. Ouais. Pascal May, Noirmoutier est une île respectée de ses touristes? Absolument. Et c'est aussi un vrai choix stratégique et politique de l'île de Noirmoutier de s'ancrer sur une île préservée, puisque ça correspond vraiment à la demande de nos touristes d'avoir des paysages de qualité, d'avoir un environnement préservé.
Très bien, on va parler justement de ces dunes qui sont à préserver sur le côté continent, notamment du côté de la Barre de Mont. Des dunes bordent les plages et ces dunes sont très fragiles. Eh bien, l'ONF, l'Office national des forêts, a mis en place un système de protection. Reportage Boris Vioche et Thierry Poirier. Et bien sûr, on remercie l'équipage du Martroger qui nous permet cette petite sortie en mer. À la Barre de Mont, l'Office national des forêts a choisi de protéger son cordon dunaire. Une démarche préventive face aux assauts de l'océan et à la surutilisation des plages par les touristes. Les dunes blanches, celles qui se trouvent en première ligne, se reforment lentement grâce aux végétaux. Ce que l'on appelle l'avant-dune a été protégé depuis 1 an et demi du piétinement. Là, on a de l'agropyron. Ce qu'on appelle nous de l'agropyron, c'est du chien-dent des sables. Le chien-dent des sables, en fait, c'est une espèce pionnière qui va freiner le sable. Donc le sable va taper dans le plan, en fait, va se déposer à son pied. Ça va former un petit tas de sable et c'est ce qu'on voit autour de nous. On a des bourrelets sableux qui vont se constituer, puis s'agglomérer pour former un bourrelet bien plus gras, une belle avant-dune bien établie et bien stable. Un aménagement plutôt bien accepté par ce touriste. Il vient ici chaque année en vacances depuis 15 ans. Et c'est vrai qu'on a vu les dunes fleurir, en fait, se couvrir de végétation, se stabiliser, etc. Et c'est vrai qu'au début, ça nous a fait bizarre quand même. C'est-à-dire, bon, vous avez l'impression qu'on dépossédait les gens d'une partie de la plage. Mais avec le recul, finalement, aujourd'hui, j'aurais du mal à imaginer la plage sans ça. Ici, plus au sud, sur la plage de la Terrière, du côté de la Tranche-sur-Mer, le problème est exponentiel. Par ces dunes grises, plus anciennes et plus contraintes, transitent près de 3000 et jusqu'à 7000 personnes par jour, en plein été. Il a fallu faire quelques aménagements. Ici, ce qu'on a fait, on a choisi de réorienter les cheminements, de recanaliser le public, en fait, en créant finalement des grands enclos et en choisissant d'orienter le public et en sélectionnant les accès principaux. Les dunes grises bloquées par l'océan d'un côté et les massifs forestiers de l'autre sont particulièrement vulnérables. Nécessité de les protéger, sachant qu'il faut 15 à 20 ans pour qu'elles puissent se reformer totalement. Bonsoir Jean-Christophe Drapeau. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air des Pays de la Loire. Alors particularité, il n'y a pas la Vendée dans votre fédération? Oui, c'est une particularité qui tient à l'histoire des syndicats, mais il faut savoir que notre profession, c'est une profession très unie au niveau national. Donc ce n'est pas une rivalité, c'est une complémentarité. D'accord. En tout cas, c'est le premier département de la région en termes de camping. 339 campings en Vendée sur 626 en Pays de la Loire. Quel bilan vous dressez, vous, dans votre union de professionnels de cet été 2017? Si vous m'aviez posé la question au début juillet, je vous aurais dit une super saison. Or, au 15 juillet, tout le monde l'a remarqué, donc on a eu quand même un changement météorologique qui fait que le bilan est mitigé, même si on va rester quand même sur une saison qui sera sur les bases de l'année dernière, c'est-à-dire sur une bonne saison, avec des disparités entre le littoral qui est déçu, parce que comme vous savez, les vacances à la mer, on attend le soleil, et un tourisme de ville qui tire son épingle du jeu. On a un camping sur Nantes qui est très content de sa saison, et l'arrière-pays, le rétro-littoral, qui est très content aussi, qui a fait, dans le Maine-et-Loire par exemple, une très bonne saison. Année stable, quoi, on va dire à 41% pour les campings, grosso modo, quoi. Oui, voilà, oui, tout à fait. Oui. Tout se joue l'été pour les campeurs. Là, on est face à la mer, on voit la côte de Jade de l'autre côté. Tout se joue l'été donc pour les campings. L'avant-saison était super avec des vacances de Pâques qui étaient bien situées avec une météo superbe, des grands week-ends de mai, une très belle météo sur le mois de juin avec une clientèle de retraités, de gens sans enfants. Ça veut dire que vous êtes obligé d'ouvrir de plus en plus tôt dans la saison. Vous ouvrez quand? Parce que vous-même vous avez un camping au Croisic, au nord de la Loire-Atlantique. Vous ouvrez quand? Alors en février, en mars? Moi j'ouvre le 15 mars. Et au 15 mars, j'ai déjà mes premiers clients qui, là, c'est une clientèle de camping-car, une clientèle de passage, et mes habitués, parce qu'on a une clientèle fidèle qui viennent et qui louent des mobil-homes pour la tranquillité. Donc ils louent à l'année en fait, c'est comme une résidence secondaire, mais chez vous? Alors non, il y a plusieurs offres. Il y a l'offre, ce que vous parlez à l'année, c'est l'offre résidentielle, où les gens ont un mobil-home sur mon terrain, et ils l'occupent sur 9 mois dans l'année, mais 9 mois d'ouverture. Et après, on a des gens qui viennent pour nous louer des mobil-homes pour 8 jours, et ils sont là parce qu'ils apprécient aussi la côte et à cette période-là.
On parlait des mobil-homes, on parlait des camping-cars. Oui. Il y a encore des tentes dans les campings ou alors c'est complètement révolu, c'est fini cette mode-là? Non, les tentes sont toujours là, selon les campings, selon les périodes. Par exemple, vous prenez actuellement avec la Loire à vélo, il y a un gros retour des tentes, puisque sur ces trajets-là, des campings se sont adaptés pour recevoir les gens en vélo qui, bien sûr, sont en toile de tente. Moi-même, je préserve, et tant que je serai à la tête d'un camping, je préserve cette offre-là qui a quand même un avenir. Peut-être ça va évoluer avec à nous d'offrir la toile de tente sur nos lieux, c'est-à-dire que les gens n'auront pas besoin de s'encombrer d'une toile de tente, mais ils l'auront en location sur nos emplacements. Comme c'est le cas ici, dans ce camping de Noirmoutier. Tout à fait, oui. Voilà. Qui fait du camping aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un portrait robot ou des portraits robots du camping? Il y a eu des clichés dans le cinéma, mais depuis la naissance du camping, c'est 1936, c'est les congés payés, donc les vacances populaires. Mais depuis 2008, avec la montée en gamme de nos structures, avec l'arrivée d'une clientèle qui est venue de l'hôtellerie de plein air, on a vraiment une mixité sociale avec des gens de tout milieu. Mixité sociale, pour autant, le camping, ça peut être cher. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça peut être cher le camping. Ça peut commencer quoi, à 15 ou 20 euros la nuit? Oui. Ça peut monter à 1000 euros la semaine pour certains mobil-homes. Oui, ce sont dans les structures qui sont ouvertes, qui sont des structures qui tendent sur l'hôtellerie avec un service hôtelier. Donc vous êtes à 1000 euros selon le lieu, mais vous pouvez trouver tout à fait des semaines à 400 euros, même sur le littoral. Ouais. Comment vous expliquez que des gens aiment à se retrouver avec des voisins qu'ils ne connaissent pas dans des logements temporaires qui sont plus petits que leur domicile? Je pense qu'il y a le dépaysement. Il y a encore ce côté camping. À l'époque, c'était une caravane. Une caravane, ça n'a jamais été grand. Donc, on a ce côté dépaysement, ce côté aussi envie sûrement peut-être d'échanger avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On parlait tout à l'heure avec vos collègues de la vaisselle. La vaisselle, c'est un lieu d'échange où on rencontre et des fois, des amitiés se sont liées, même des mariages. Bon. Votre concurrent aujourd'hui, longtemps, ça a été les hôtels. Oui. Les concurrents de l'hôtellerie de plein air, les campings. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Airbnb? Alors, Airbnb touche beaucoup plus l'hôtellerie traditionnelle. Nous, les campings, on n'est pas encore tellement touchés, malgré la mise en place de sites comme Camper dans mon jardin, mais on est très très vigilants. On ne peut pas s'opposer à l'économie collaborative, on ne pourra pas s'y opposer. Et au numérique? Parce qu'on le réserve numérique, essentiellement par le oui, numérique. tout à fait. Mais c'est surtout qu'on va être très vigilant sur le normatif. C'est-à-dire que si on propose des hébergements, il va falloir aussi que les clients se sentent en sécurité. Et je crois que l'enjeu, c'est le professionnalisme. Un professionnel, il est formé, il connaît ses établissements, il connaît sa clientèle. Et c'est vraiment l'enjeu du futur avec, comme vous le disiez tout à l'heure, Internet qui est là aussi. Nous, on est obligé d'y passer. Merci beaucoup Jean-Christophe Drapeau, président de la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air, avec son camping au Croisic en Loire-Atlantique. Donc un monsieur avec son personnel qui travaille pendant que vous prenez vos congés. D'autres services travaillent également durant l'été, pendant que vous êtes tranquillement installé sur votre transat. Ce sont les services de l'État qui vont contrôler les installations sanitaires, qui vont vérifier la sécurité dans tous les lieux qui accueillent du public. Exemple dans un parc d'attractions en Sarthe qui s'appelle Papéa. Reportage Cécile Claveau et Marc Ivard. Cette technicienne contrôle les bassins aquatiques du parc d'attractions Papéa. Toboggan, revêtement, qualité de l'eau, tout est passé en revue. On regarde les départs d'eau, les arrivées d'eau, on regarde également les grilles de fond de bassin et on regarde les affichages de profondeur également. En même temps, un inspecteur vérifie les diplômes des surveillants de baignade et l'équipement du poste de secours. Donc on a une bouteille d'oxygène, couverture de survie. Là je suis en train de vérifier qu'ils aient bien tout le matériel pour pouvoir intervenir, faire face à un arrêt cardioventilatoire, faire face également à une chute. Durant l'été, les services de l'État multiplient les inspections. Parc d'attractions, centre de vacances, camping, acrobranche, aire de jeu. Objectif, assurer la sécurité, mais aussi protéger la santé des consommateurs. Et dans ce domaine, l'hygiène des restaurants est aussi surveillée avec beaucoup d'attention. Effectivement, c'est bien d'origine française. C'est un même fournisseur pour l'ensemble du oui, lot. Avec Et donc on va vérifier par rapport à la carte que tout ce qui est annoncé soit bien loyal. Si on annonce du foie gras, que ce soit bien du foie gras. Si on annonce de la viande d'origine France, que ce soit bien de la viande d'origine France. Que tous les produits aient une date limite de consommation qui soit encore correcte, qu'ils soient bien tracés. En cas de problème grave, ces agents peuvent demander une fermeture temporaire de l'établissement. Pour le parc Papéa aujourd'hui, aucun souci. Et pour le directeur, ces contrôles sont même rassurants. Nous, ça nous sécurise. Ça nous montre qu'on est carré, ça nous montre qu'il y a parfois des petits efforts à faire. Donc nous, c'est sécurisant pour nos visiteurs. Près de 300 contrôles de ce type sont effectués en Sarthe entre juin et septembre.
Alors on parle de tourisme dans cette émission, il est temps enfin de rencontrer des vacanciers. Bonjour Chantal, bonjour Gérard. Bonjour. Comment allez-vous? Ma foi, très bien. Ça c'est la pêche du jour? Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous venez au camping, si près de la mer, vous, pour la pêche? Ah ouais, moi j'adore pêcher les palourdes. Là, ici, il y en a tout le temps, donc on revient tous les jours. Donc vous êtes des vrais touristes ou des touristes qui ont un but? Il y a beaucoup de touristes qui viennent et ensuite ils découvrent sans forcément savoir ce qu'ils vont trouver. Vous savez ce que vous venez chercher? Oui. Oui, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on vient. On part, on va ailleurs, mais on revient toujours au moins une semaine, 15 jours ici. Ouais, c'est ça le camping, c'est-à-dire on est libre de son temps et on va où on veut quand on veut. Voilà. Et on aime le vélo, donc Noirmoutier, c'est le vélo, c'est la pêche. Voilà, c'est... Gérard, et c'est les copains sur le camping, et c'est tout ça. Ah oui, vous êtes fait des amis, Gérard, sur le camping? Oui, Ah non, oui, on oui. est des amis depuis des années et des années. Oui, on se retrouve en général au mois de juin, au mois de septembre. Des gens que vous n'auriez pas connus si vous étiez allé à l'hôtel ou dans une location saisonnière? Ah, sûrement. Ah oui. Sûrement. Il y a une ambiance dans le camping de solidarité, on s'entraide. Il y a un élément, je pense, c'est que quand on se croise dans le camping, tout le monde se dit bonjour. Même si on ne se connaît pas? Même si on ne se connaît pas. Voilà. Et au fil des ans, on devient amis? Absolument. Ouais. On en a plein par ici. Oui. Le camping-car, ça permet de découvrir des régions bien différentes, d'aller à l'étranger facilement? Oui. Ça permet surtout d'être mobile, c'est-à-dire que quand... S'il fait pas beau? S'il fait pas beau, par exemple, oui, dans un endroit, donc le lendemain matin, on décolle et puis on part ailleurs, quoi. Mais ça nous est même arrivé de partir de la maison, on nous demandait où est-ce que vous partez, et on disait on part à gauche, c'est tout. Sans savoir où vous alliez? Sans savoir où on allait. Et sans regret derrière? Sans regret. Bon, ça c'est le menu ce soir. Donc. Ouais, ça c'est ce soir. Vous rajoutez quelques assiettes ou pas? Il y en a assez? Ah, on peut, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut partager. Allez, bon appétit, bon séjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Le camping où je vais retrouver Claude et Jean-Michel. Bonsoir. Il fait chaud chez vous. Bonsoir. Vous faites du camping depuis de nombreuses années? Oui. Qu'est-ce que vous appréciez dans ces vacances? En camping-car, la liberté de partir quand on veut, d'aller où on veut. Enfin, encore qu'il y a beaucoup de contraintes, mais... Quelles contraintes? Le respect d'aller là où il faut, dans les endroits... Ah oui, respecter les endroits dévolus au camping-car. Ouais. Donc en fait, c'est pas si souple que ça. Oh non, c'est pas souple du tout même. Hein. Ça dépend des régions aussi, il faut dire. Hein. Vous avez repéré justement les endroits avant d'y aller? Oui. Et vous savez exactement où vous allez vous garer? Pas toujours, mais enfin, en général, on essaye de repérer un peu quand même. Mais quel est l'intérêt de venir dans un terrain de camping avec un camping-car? Alors justement, ça offre une liberté de stationnement plus grande qu'avec une tente ou une caravane. Bien sûr. Quel est l'intérêt alors? Parce qu'on n'a rien d'autre. Enfin bon, on n'a pas besoin d'installer la tente. Oui, mais vous pourriez aller hors d'un terrain de camping plutôt que de vous mettre près des voisins. Ah, mais les aires de camping-car, c'est pas toujours agréable. Hein. Ça fait un peu, parfois, parking à bestiaux. C'est pas... Parking camping-car de Noirmoutier, par exemple. Il est sympa. Week-end de l'Ascension, on est les uns contre les autres, comme un parking à bestiaux. Quoi. On ne peut pas sortir la table. Il y a même des endroits où on nous interdit de sortir la table et les chaises. Donc une liberté, il faut quand même faire attention où on va, où on se gare. Respecter. C'est pas un peu incongru de passer des vacances dans un endroit plus petit que son propre domicile? Ah non. En 5 minutes, c'est rangé le ménage. Enfin, donc chez vous, c'est trop grand en fait. C'est ce que vous êtes en train de dire? Peut-être. Pour deux, oui, mais c'est la maison. Moi, ça me va. Hein. Alors là, on est dans un camping où il y a beaucoup d'équipements. Figurez-vous qu'il y a des campings, pas loin d'ici d'ailleurs, en Vendée, où il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a que des tentes, des caravanes, il n'y a pas d'installation, il y a le minimum au niveau sanitaire, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de grosses infrastructures. Et c'est volontaire, c'est un camping qui a été créé il y a 51 ans par des religieuses. Il porte bien son nom, il a un supplément d'âme, il s'appelle le camping de l'Espérance. Visite guidée avec Christophe Amouriot et Sarah Bencherifa. Un terrain spécialement aménagé pour jouer à la pétanque. C'est l'une des rares concessions à l'esprit très sobre de ce camping pas comme les autres. Dans le sud Vendée, à 2 pas des Sables d'Olonne, les campeurs peuvent trouver un site qui n'a quasiment pas changé depuis sa création par des religieuses en 1966. Ici, pas de haies entre les emplacements, pas de bornes électriques et pas de mobil-home. Quand on fait la vaisselle dans son mobil-home, on ne peut pas connaître les gens. Et là, on échange avec des Savoyards, avec des jeunes qui ont une difficulté pour faire cuire leurs pâtes, leurs nouilles, comme ils disent. Et c'est ça le vrai camping.
Et on n'a pas d'électricité. Ça, c'est bien. Il n'y a pas d'animation tous les soirs avec des disques jockeys, des DJ et autre chose. Il n'y a pas de piscine, vous voyez aussi. Il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de... Enfin bref, il y a plein de choses que l'on voit aujourd'hui dans les campings qu'il n'y a pas. Et c'est ce qui fait, ce qui est très curieux, c'est ce qui fait la force de ce camping, parce que les familles adorent revenir, se ressourcer, se déconnecter. Depuis peu quand même, quelques prises de courant permettent de recharger les portables et le bloc sanitaire a été refait à neuf. C'est l'œuvre de la nouvelle association qui gère les lieux. Elle est composée de bénévoles, laïcs et de sœurs de la congrégation des Sacrés-Cœurs. Une présence religieuse discrète, mais avec toujours la volonté de partager des valeurs chrétiennes. Moi, je dis au moins transmettre la joie qu'on peut avoir d'être croyant. Après, le reste, bon... Chacun fait son miel de tout ça, en tout cas, mais au moins manifester que croire en Jésus-Christ, c'est pas tout à fait ringard aujourd'hui. Et c'est juste en face de l'entrée du camping de l'Espérance que les sœurs accueillent les vacanciers qui le souhaitent pour des messes ou de simples moments de recueillement. Bon Gérard, dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette émission? Moi je suis très content, premièrement qu'on choisisse Noirmoutier, et puis en plus ma maison, alors là je suis ravi. Très bien, merci pour votre appréciation. J'espère que comme Gérard, vous avez passé un bon moment avec nous. Cette émission, vous pouvez la retrouver en replay sur notre site internet. Merci beaucoup à la communauté de communes de Noirmoutier qui nous a aidés à la préparer. Mention spéciale à Marie Brulet. Merci à l'équipage du Martre-Roger pour la petite sortie en mer. Et n'oubliez pas, tout ce qui est à voir et à savoir est sur France 3 Pays de la Loire.